policier, ancien chasseur alpin. Il s'appelle Moyave. Ce jour-là, après un braquage, son équipe met en place un barrage routier. Une voiture arrive face à eux. Elle s'arrête, la portière s'ouvre et sans un mot, un homme tire. Un collègue de Moyave s'effondre, touché à la tête. D'autres rampent au sol pour se mettre à l'abri. Les tirs résonnent. Le chaos est total. Moyave est face au braqueur. Il n'est qu'à quelques mètres. Il lui ordonne de lâcher son arme. Les regards se croisent, l'homme tire, Moyave riposte, la menace tombe. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Son collègue est grièvement blessé. Sans attendre les secours, Moyave applique les gestes appris à l'armée, ceux qui font la différence entre la vie et la mort. Avant d'être dans la police, Moyave a connu l'Afghanistan, le combat, la pression extrême, les blessures invisibles. Aujourd'hui, nous lui consacrons un épisode spécial pour revenir sur ses plus grosses anecdotes d'anciens soldats, mais aussi de policiers de terrain, les missions, les fusillades, les décisions prises en une seconde, et ce que ça laisse derrière quand le corps rentre. Mais que l'esprit, lui, lutte encore. Bienvenue dans l'un des Story Cubes les plus forts que l'on ait réalisé. L'histoire vraie d'un homme qui a survécu à la guerre, au terrain, et qui continue encore de se battre pour sauver des vies. On démarre la préparation opérationnelle pour l'Afghanistan. On avait une confrontation armée avec les talibans. C'était un vieux monsieur de 80-85 ans qui s'embrouille avec son voisin, qui part chercher une arme de poing qu'il avait chez lui, un revolver, qu'il la met dans la bouche de son voisin et qui lui dit la prochaine fois que tu me saoules, je te fais sauter la tête. Un braqueur qui avait exhibé son arme, qui avait braqué une entreprise de bijoux. Donc en fait, on a monté un barrage et il s'avère que 3 minutes après, on voit le véhicule qui arrive directement sur nous. Et là, il tire sur un fonctionnaire de la BAC qui prend 2 balles pleine tête. Bonjour tout le monde, aujourd'hui dans Story Cube, on reçoit Moyave. Alors Moyave, c'est un ancien policier qui a vécu une histoire absolument dingue. Il a même écrit un livre, ça s'appelle De sueur et de sang. Ça parle de quoi déjà ce livre? C'est un livre qui représente un peu tout le parcours que j'ai eu depuis mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Donc tout ce que tu as vécu, même dans ta carrière, avant, pendant... Exactement, ouais. La genèse jusqu'à aujourd'hui. Ok. On peut le retrouver où, globalement? Partout. La Fnac, sur le site de la maison d'édition qui m'a produit, sur Amazon. Évidemment, on mettra le lien en première ligne de description pour ceux que ça intéresse. Moi, il y a vraiment d'entrer dans le vif du sujet, je trouvais pertinent peut-être qu'on revienne un peu sur le contexte. Comment t'as grandi au début, comment tout commence finalement ton enfance, un peu, comment ça démarre? Mon enfance, j'aurais pu la qualifier un peu de turbulente, parents séparés, j'étais pas spécialement un bon élève. Voilà, je me dirigeais plus vers le sport plutôt que de rester dans une classe. J'avais 2-3 rêves en tête et j'ai commencé par le premier qui était de rentrer à l'armée. Incroyable, tu rentres dans l'armée à quel âge? Je suis rentré à l'armée aux alentours de 19 ans. Comment ça se passe ton évolution là-bas? Au final, je rentre dans un régiment de chasseurs, enfin un bataillon de chasseurs alpins. Un quoi, pardon? Un bataillon de chasseurs alpins. Un bataillon de chasseurs alpins, ok. C'est l'infanterie de montagne. J'intègre en 2008 le bataillon. Tu te rappelles toi de ta première mission que tu fais là-bas ou... Je crois de mémoire, on a eu ça s'appelait Vigipirate à l'époque, dans ces sentinelles. C'était Roissy, des patrouilles dans des sites qui sont dits sensibles. Enfin à l'époque c'était des sites sensibles, donc les aéroports, les lieux touristiques, etc. Après la seconde mission c'était une opération extérieure, c'était la Centrafrique. C'est quoi le pitch de la mission? Enfin vous devez faire quoi là-bas? C'est de la présence française, c'était du renseignement au niveau de la capitale qui était Bangui, ses alentours en brousse. Quand tu dis du renseignement, c'est genre quoi comme info vous devez avec ça? La Centrafrique est un pays où il y a quand même de temps en temps des coups d'État. Il y a un peu une guerre ethnique et une guerre de religion là-bas. Et du coup, c'était justement de préserver la paix, en tout cas essayer de faire au maximum de préserver la paix et de repousser les rebelles qui étaient en dehors de la capitale pour éviter un coup d'État. Et de faire du renseignement en plus au niveau de l'aéroport. C'était pas une mission où on risquait sa vie à chaque sortie. Ok, donc là c'est globalement quoi? C'est vous surveiller juste que tout se passe bien ou... Ouais, faire du renseignement, se renseigner un petit peu où sont les rebelles à un instant T, les repousser si besoin. Puis on faisait des actions civilo-militaires, on aidait à la construction de puits, d'écoles, à Bangui. Il y avait de l'instruction aux autres armées aussi. Il y avait le Tchad qui était avec nous, on avait l'armée centrafricaine, il me semble qu'on avait le Gabon aussi, donc on leur faisait aussi pas mal de formations au combat, sur de la topographie, je crois même qu'il y avait du français. Incroyable. Un petit peu à tout.
Comment t'évolues du coup? C'est quoi la suite des événements? La suite des événements, on rentre en France, le régiment est prédisposé à partir en Afghanistan quasiment un an après. Donc quand tu dis ça, ça veut dire qu'on va t'appeler pour aller intervenir là-bas ou comment? Ma compagnie est destinée à partir, donc on rentre de Centrafrique, il y a des permissions de 15 jours et après on réattaque un cycle de préparation. Moi à ce moment-là je pars en stage, des stages qui vont me permettre de prendre des grades, puis des stages de perfectionnement et ensuite on démarre la préparation opérationnelle pour l'Afghanistan. Comment ça se passe cette 6 mois. préparation? C'est beaucoup de combats débarqués, combats en montagne. C'est quoi concrètement? Genre comment ça se passe à un entraînement de combat Chaque entraînement est différent. Soit on pourrait partir sur plusieurs jours à devoir s'infiltrer en montagne, avoir une mission précise, neutralisation, détruire, faire du renseignement. Ou soit on peut aussi travailler les basiques du combat, comment débarquer d'un véhicule, comment faire une protection autour d'un véhicule, comment travailler en groupe, comment travailler en équipe, comment travailler en section. Donc c'est quoi? C'est-à-dire que vous vous coordonnez en fait dans des sortes de chorégraphies entre guillemets, tu vois, pour que ce soit toujours la même chose? Ouais, ça s'appelle des drills à l'armée. Okay. On drill un scénario, on s'entraîne au tir pour être efficace. Il y en a qui vont s'entraîner à tout ce qui est apprendre à bien gérer une radio. Il y en a qui vont avoir des spécialités différentes, avec des armes différentes. Donc on s'entraîne sur nos armes de spécialité. Chacun s'entraîne de manière individuelle et il y a un entraînement de collectif aussi qui se met en place pour pouvoir partir. Ta compagnie appelée là-bas, qu'est-ce qui se passe après? On est pour les 2/3 du régiment à partir, appelés à partir en Capissac. Donc c'était une des régions où la France était opérée. Et on partait pour 6 mois là-bas pour faire de la contre-insurrection. Pour faire de la quoi, pardon? Contre-insurrection. Ça, c'est quoi? C'est une mission de contre-guérilla, de lutte contre les talibans. Ça, du coup, c'est dangereux, non? Ou comment c'est fait? Effectivement, ouais, c'est des missions de combat. Donc oui, effectivement, il y a un danger latent quand on sort. Ça s'est plutôt bien passé, je suis là. Ouais, c'est clair, c'est clair. Pour que les gens se représentent un peu, donc t'arrives là-bas, c'est quoi un peu ta routine entre guillemets là-bas? Comment ça se passe? Il n'y a pas vraiment de routine parce que en fait ça dépendait de la spécialité de chacun, enfin de chaque groupe. Moi j'étais dans un groupe d'appui, donc nous on sortait beaucoup. On pouvait faire de l'appui aux unités de mon bataillon qui sortaient, comme on pouvait faire de l'appui aux forces spéciales qui devaient aller chercher, une cible à haute valeur ajoutée. Quand tu dis de l'appui, c'est genre quoi? C'est vous restez derrière par exemple ou Non, nous soit on était héliportés sur des points hauts, soit on sortait en véhicule ou à pied, on s'infiltrait souvent en montagne pour prendre une hauteur et on installait nos systèmes d'armes pour pouvoir appuyer les unités qui étaient en bas s'il y avait grabuge. Et il y a déjà eu du grabuge à un moment donné quand vous êtes... À chaque fois. Ah ouais, putain. À chaque fois, dès qu'on sortait, on avait une confrontation une confrontation armée avec les talibans. Ouais. Comment ça se passe une confrontation? Est-ce que c'est comme dans les films, genre, je sais pas, il y a des tirs et des roquettes qui partent dans tous les sens? Ou est-ce que c'est très rapide en fait, il y a juste 3 coups de feu? Non, ça dépend. Okay. Des fois, ça peut être, on peut se faire juste harceler, ça tire 2-3 rafales et ça s'arrête. Comme on peut être fixé à un point et ça peut durer pendant des heures. Et en plus, on a un blessé, il faut le gérer. Puis on peut pas se désengager, on se fait imbriquer. Enfin, chaque fois était différente. Donc. Ça t'est déjà arrivé d'avoir, je sais pas, un gars de ta compagnie par exemple sur ces missions là-bas? À ce moment-là qui... Blessé? Ouais, blessé par exemple ou... J'ai eu pas de ma compagnie. Alors, j'ai eu de la chance, dans mon groupe on n'a pas eu de blessés. Ma compagnie, il y a eu quand même pas mal de blessés, mais qui n'est pas de ma section. Okay. Donc j'ai pas eu à médiquer des gens de ma compagnie. J'ai déjà médiqué des soldats de l'armée afghane qui avaient été blessés. Dans le camp français dans lequel on était, on avait aussi de l'armée afghane. Mais côté français, les médecins avaient ouvert l'infirmerie plusieurs jours par semaine pour la population. Donc je prenais des permanences là-bas pour aider. On faisait du soin à la population qui vivait aux alentours ça s'appelait les FOB, les camps français là. Principalement c'était beaucoup de médicaux, c'était surtout l'armée afghane. Ils étaient souvent à l'avant, donc... Comment ça se passe une prise de position comme ça? Je sais pas, vous devez sécuriser un endroit ou quoi? Est-ce qu'il y a une procédure précise? Est-ce que, je sais pas, il y a d'abord tel troupe d'infanterie qui vont devant? Comment ça... Nous, souvent, on sortait avant que, justement, le reste du détachement sorte. Ok, putain. Donc, on s'infiltrait de nuit, souvent, on partait au petit matin au moins. On s'infiltrait, on se mettait en défense. On était souvent assistés de plusieurs groupes qui faisaient notre protection. Donc, en gros, on faisait une sécurisation à 360 degrés pour nous. Et puis après, on était en mesure d'appuyer. Comme ça qu'on vous sécurise un lieu? Franchement, ça on pouvait être 10 comme on pouvait être une trentaine sur des points. Ok, ah ouais quand même. On n'était pas beaucoup au final. Et une fois qu'on était en défense, on était mis en place, et le reste du détachement sortait, souvent avec de l'armée afghane. C'était des missions conjointes et ça opérait dans les vallées pour des missions bien précises. Ok, et c'était quoi le but souvent de ces missions-là ou c'était des exemples? Souvent c'était beaucoup des reprises ça s'appelait des reprises de boxe. Enfin, la Capissa était
découpées en différentes boxes. Et en fait, on devait reprendre les boxes aux talibans. Donc on reprenait des zones où on savait qu'on avait perdu ou que l'armée afghane avait perdu. Ouais. C'est des batailles de territoire en fait. Exactement, c'est des batailles de territoire. En fait, le but de notre présence française, c'était de sécuriser un axe qui s'appelait l'axe Vermont, qui traversait, c'était un axe qui traverse l'Afghanistan et qui relie, je crois, la Chine à Kaboul. Et vous avez réussi d'ailleurs, ou durant le laps de temps où vous étiez là-bas ou... Ouais, en tout cas de notre côté, il était sécurisé. Ok. Pareil, je fais un peu la comparaison, mais on s'imagine souvent ces combats-là dans les films avec des trucs impressionnants. Est-ce qu'il y a eu finalement parfois des trucs impressionnants, je sais pas moi, des véhicules qui se baladent dans la rue ou des... Je me rappelle une des premières sorties que j'ai eues. Donc nous, on sort le matin, on se met en sécu sur un point haut. Il y avait 2 missions qui étaient concomitantes. Donc une, c'était un convoi qui devait passer, qui devait arriver chez nous, dans notre base. Et l'autre, il y avait une opération des forces spéciales en parallèle dans la zone verte, donc ça s'appelait les Green Zone. Le convoi, il passe, il se faisait harceler de toutes parts par les talibans. Quand tu dis harceler, ça veut dire quoi? Que les talibans mettent un peu des balles pour essayer de... Ouais, ils essayent de stopper le convoi ou de détruire un véhicule. Voilà, c'était leur truc à eux. Ils ont des techniques pour faire ça, ou particulières ou... La technique principale, c'était soit du tir de harcèlement avec de l'armement léger, des calaches, des trucs comme ça, des armes comme ça. Ou sinon, c'était les IED, les engins explosifs improvisés, qui plaçaient sous les routes. Et dès que le véhicule passait, ils faisaient péter le véhicule. Ce qui était frappant, c'était que nous, on était en hauteur, on voyait les forces spéciales en train d'opérer sur un compartiment de terrain. Et puis en gros, ils se sont fait imbriquer, donc ils ont dû se réorganiser ça s'appelait les compounds. C'est des maisons afghanes qu'on appelait des compounds. C'est des maisons qui sont fabriquées avec de la terre, briques, qui étaient assez hauts et ça faisait des maisons assez carrées avec une cour intérieure. Et souvent, on pouvait monter sur les toits. Et donc, on les voyait qui étaient là en train de se mettre en défense parce qu'ils étaient pris un peu à 180 degrés. Là, ils se sont fait imbriquer par les ennemis. Ils prennent une petite grenade à fusil de 40. Il y a 1 ou 2 opérateurs qui tombent de l'étage. Ouais, et là, on entend qu'il y a des blessés, qu'il y en a un qui est viscéré, l'autre qui est polycriblé. Donc, nous, on était postés, on pouvait rien faire parce que on les voyait pas spécialement. Enfin, on savait à peu près d'où venaient les tirs, mais nous, on pouvait pas les appuyer parce qu'il y avait la zone verte, puis il y avait pas mal de bâtiments, ça se mettait derrière les bâtiments. Donc nous, à notre niveau, on pouvait pas les appuyer. Donc c'était assez frustrant. Donc du coup, là, le commandement a décidé de déclencher une alerte qu'on avait. En fait, il y avait toujours une section d'alerte dans la base française. Donc là, il y a une section qui est sortie, chercher les blessés. C'est quoi, c'est une section supplémentaire avec des unités en plus Tous les jours, il y avait une section qui était prédisposée d'alerte. Ok. S'il y avait une section, un groupe qui était en difficulté à l'extérieur, et eux sortaient sécuriser justement le désengagement ou la progression du groupe pour pouvoir les aider à sortir, ou s'il y avait des blessés, pour pouvoir les rapatrier sur le camp, etc. Et ils s'en sont sortis finalement Ouais, ils s'en sont sortis. Il y a eu quand même pas mal de blessés sur cette manip au niveau des forces spéciales, mais ils s'en sont sortis tous vivants, je crois. C'est quoi la suite un peu des événements pour toi là-bas C'était un peu les missions, c'était un peu toujours de l'appui pour nous souvent. Quelques missions pareil de combat dans la vallée et toujours une confrontation plus ou moins avec les talibans. Mais la mission, elle a duré environ entre 6 et 7 mois. C'est plutôt bien terminé pour nous. Et puis après, nous on est rentré en France, on est passé par un sas de décompression qui est à Chypre. Ok, ça c'est quoi globalement? En fait, c'est un sas qui a été mis en place par l'armée, où quand on rentre de missions, on a eu des combats pour pouvoir souffler, décompresser et avant de revoir nos familles et de revenir dans une vie civile normale. Et on passe par un sas, donc l'armée nous paye souvent, là, nous, c'était un hôtel 5 étoiles. Et puis là, ces 3 jours, on se réadapte un peu à la vie civile, où on voit un psy, où on fait des techniques d'optimisation du potentiel avec la respiration, où on fait un petit peu notre vie, on se repose, on va faire du sport, on se réadapte tranquillement à la vie civile. Donc tu rentres là-bas, qu'est-ce qui se passe après ça? Bref, vacances, 15 jours, les permissions, et puis après on réattaque la vie au bataillon, avec les missions qui lui incombent. C'est quoi un peu les prochaines missions qui t'ont marqué ou la suite Par la suite, moi j'avais envie de rentrer dans les forces spéciales, donc j'ai préparé mes tests. Pour ceux qui savent pas, les forces spéciales, du coup c'est quoi? C'est un grade au-dessus finalement de... C'est pas un grade au-dessus, c'est les forces spéciales, c'est des unités qui sont capables d'opérer en petits groupes, ce qu'on appelle des commandos, qui vont faire des missions à haute valeur ajoutée. Ok.
pour la France. Donc c'est souvent de la lutte antiterroriste, ça peut être du contre-terrorisme pur et dur ou de la libération d'otages à l'étranger, ça peut être du renseignement, ça peut être de l'appui et de la formation à certaines unités étrangères. Putain, c'est des grosses missions. C'est des missions qui vont avoir vraiment, comme je dis, vraiment une forte valeur ajoutée. Souvent, c'est la lutte antiterroriste. Là, si on regarde l'actualité, il y a eu une tentative de coup d'État au Bénin. Là, les forces spéciales françaises sont parties combattre les putschistes pour éviter justement que le coup d'État arrive. Donc tu veux rejoindre cette unité-là? Ces forces spéciales, comment ça évolue du coup? On fait un rapport, ça s'appelle un compte rendu, on se prépare, puis après on passe les tests. Les tests, c'est quoi un peu? Ça dépend de l'unité de laquelle on vise. Ouais, ok. Il y a des tests, c'est des tests basiques. Souvent, c'est les tests le 8 kg TAP. Donc, c'est 8 km en treillis Ranger, c'est un sac, casque lourd et armes. Il y a quoi? Il y a un Cooper, il y a des tractions, il y a des entretiens. Physique, du coup. Il y a les entretiens avec un psy. C'est une petite batterie de tests plus ou moins spécifique pour une idée pour laquelle on postule. Ouais. Et après, on est pris ou on n'est pas pris. Et si on est pris, on part pour la formation pour être commando. Tu vas faire cette formation du coup? Comment? Non, je vais pas faire formation. Pourquoi? Parce que j'ai perdu mon petit frère dans un accident de voiture quasiment quand la formation a débuté. Donc j'ai décidé en fait de ne pas poursuivre mon contrat. J'étais en fin de contrat. Je devais re-signer justement pour pouvoir intégrer les forces spéciales. Donc je décide de pas re-signer et je passe mes concours police gendarmerie. Et alors comment ça se passe? Je passe mes concours, je les réussis, je pars en école. Voilà, sortie d'école, je choisis Saint-Denis, 3 semaines de sortie d'école, une histoire fantastique qui se passe avec, on retombe un peu dans ce que j'avais vécu en Afghanistan avec un braqueur qui avait exhibé son arme, qui avait braqué une entreprise de bijoux. Donc ça, c'est combien de temps après que tu sois là-bas? 3 semaines. 3 semaines après? Sortie d'école, 3 semaines. Et donc là, on t'appelle pour une mission précise ou c'est comment? Non, moi j'étais affecté en police secours et en fait on entend sur les ondes qu'il y a un braquage en cours pas très loin de là où on est. On était sur une mission de lutte contre les vols violences sur Saint-Denis. Donc on décroche de cette mission-là pour rejoindre les effectifs qui étaient derrière le véhicule qui était en fuite. Votre job du coup à ce moment-là, c'est quoi? Le job de tout le monde là qui était sur ce dispositif du braquage, c'était de stopper le véhicule et d'interpeller les mises en cause. C'est ça. Quand tu dis stopper le véhicule, je suis pas sûr d'avoir compris, du coup le mec il braque dans un véhicule ou comment? Enfin c'est quoi le contexte du... C'est une personne qui arrive, deux personnes qui sont arrivées avec un véhicule dans un entrepôt de bijoux de valeur et ils ont braqué les gens qui travaillaient dans l'entrepôt. Ok. Ils ont récupéré les valeurs. Et là ils sont en train de s'enfuir avec les bijoux, c'est ça? Ils sont en train de s'enfuir. Ok, ça marche. Et vous les rattrapez, vous essayez nous notre véhicule on les a pas rattrapés. Il y avait déjà un des véhicules de la BAC de Saint-Denis qui était déjà derrière. Néanmoins nous on avait compris qu'ils allaient passer par un endroit précis parce qu'ils faisaient des tours de l'île Saint-Denis. Donc en fait on a monté un barrage et il s'avère que 3 minutes après elle voit le véhicule qui arrive directement sur nous. On décide de faire de ce barrage, de se mettre en sécurité et donc le véhicule se stoppe et là la fusillade commence. Le chauffeur lui s'arrête, coupe le contact, il se laisse interpeller. Okay. Des effectifs vont sur le chauffeur pour l'interpeller, mais le passager lui sort du véhicule, commence à tirer à plusieurs reprises. Lui il a l'arme du coup? Lui il avait l'arme, ouais. Il tire à plusieurs reprises dans notre direction et en sortant du véhicule, il bondit du véhicule et là il tire sur un fonctionnaire de la BAC qui prend 2 balles pleine tête. Et après il se réfugie derrière le véhicule. En fait, moi j'étais en protection derrière un véhicule, au niveau du capot moteur, et lui il se réfugie derrière le coffre. Donc on est. Oh putain, vous êtes juste à côté, ouais, à 3 mètres de distance. Et vous êtes combien de policiers à avoir fait le barrage? Sur l'intervention, on était. Sur l'intervention en tout, en comptant les effectifs qui étaient derrière et tout, on était une dizaine. Une dizaine, ouais. Putain. Bon, moi je l'avais pas vu, mais le policier sur lequel il a tiré. Il s'écroule, il s'effondre. Moi, je le vois qui est derrière, au niveau du coffre du véhicule. Moi, je décide d'aller le chercher. Là, j'arrive quasiment face à lui, environ 2-3 mètres. Quand je lui demande de poser son arme et de se mettre au sol, là, il a son arme, il tire dessus. Je riposte quasiment concomitamment à son départ de coup. Il tombe. Moi, comme je me déplace en même temps que je tire, je tombe parce que je bute dans le trottoir. Je fais le tour du véhicule, je me relève, je regarde que je suis pas blessé. Lui, il a réussi à tirer dessus ou pas forcément Si, lui, il m'a tiré, mais il m'a loupé. Et je fais le tour du véhicule pour le prendre à revers. Et là, donc lui, il était au sol. On était plusieurs à avoir tiré, mais moi, je savais que j'avais touché au moins la tête et à la poitrine. Donc, il y a un autre fonctionnaire qui me rejoint quasiment en même temps. Il le menotte. Et après, il s'est découlé plusieurs autres actions. Et là, je me mets à prendre en charge le fonctionnaire qui était blessé et on commence à le médiquer pour qu'il puisse rester en vie au moins jusqu'à ce que le SAMU arrive. Et est-ce qu'il est réussi à rester en vie finalement? Pas forcément. Ouais. Putain. Par miracle. Putain. Et le SAMU arrive, ils arrivent à faire genre. Est-ce qu'il survit d'ailleurs ce mec-là ou pas forcément? Qui ça?
Le gars justement qui a le truc à la Le tête. braqueur, non, il décède. Non, mais le gars qui a... Ah oui, il survit. Putain, il a survécu. Ah, il survit. Il était touché où à la tête Il était touché au niveau de la joue, arrière de crâne, sommet du crâne, et il avait une sortie qui était au niveau du nez. Et du coup, le braqueur, lui, il est par contre, il est mort sur le coup. Bien, Il est mort, pas sur le coup, il est décédé quelques minutes plus tard, ouais. Comment ça se passe du coup après cette mission, toi Après cette mission, forcément, ça a été un petit peu médiatisé. On a été reçu par le ministre de l'Intérieur, par le président de la République de l'époque. Ça a permis de débloquer pas mal de budget justement pour les unités de voie publique et des commissariats du 93. C'était un mal pour un bien, on va dire. Et à la suite de ça, moi, j'ai décidé de partir du commissariat et de passer des tests pour d'autres unités. Donc, je suis parti dans une unité qui s'appelle le GSO 75. Ouais, ok, c'est Qui quoi est une ça unité d'assistance. C'est une unité d'assistance au groupe d'enquête. La mission première du GSO, c'est d'aller interpeller les individus qui sont considérés comme dangereux à 6h du matin. Donc voilà, on casse la porte, on sécurise le logement dans lequel l'individu est interpellé, on interpelle la personne et puis après les groupes d'enquête font la perquisition, voilà, font leur travail à eux. Mais nous, notre travail, c'est de justement interpeller la personne à son domicile. Et les missions secondaires du GSO, il y a de la lutte contre la criminalité, comme ce que font les BAC, sauf que nous on le faisait en tenue. Et il y avait aussi l'assistance au groupe de niveau 3, donc ce sont les groupes d'intervention, donc la BRIPP, pour tout ce qui est attentat et prise d'otage et forcené sur Paris. Est-ce qu'il y a d'autres missions que tu vas faire à ce moment-là ou pas forcément, ou plus tard, qui t'ont marqué peut-être ou Il y a tous les attentats. Le groupe a été déployé sur tous les attentats de Paris, qui a eu Paris, donc le Louvre, où j'étais pas encore à l'unité, mais Bataclan. Comment ça se passe comme ça quand t'es appelé par exemple sur le cas du Bataclan Moi, j'ai pas été appelé sur le Bataclan, j'étais pas encore au groupe. Mais par contre, j'ai été déployé sur le Louvre, j'ai été déployé sur Notre-Dame, sur Xavier Jugelé. Comment ça se passe quand c'est comme ça Souvent, c'est un peu le bazar. Donc, souvent, nous, on vient faire des levées de doute aux alentours où on a une colonne qui est prête si on doit aller à un domicile faire une perquisition, parce que les groupes d'enquête ont pu loger des complices ou des co-auteurs. Voilà. Donc, souvent, on était déployés pour ça. Et puis après, des missions qui m'ont marqué au GSO, une mission qui était assez drôle et que j'avais déjà raconté. On avait un forcené, c'était un vieux monsieur. C'est quoi un forcené? C'est une personne qui se retranche chez elle armée. Donc on a eu un forcené, on était appelé pour un forcené, c'était un vieux monsieur de 80-85 ans qui s'embrouille avec son voisin, qui part chercher une arme de poing qu'il avait chez lui, un revolver, qu'il la met dans la bouche de son voisin et qui lui dit la prochaine fois que tu me saoules, je te fais sauter la tête. Donc le voisin, il appelle la police. Ouais. Le vieux monsieur, il rentre chez lui et donc nous, on est appelé pour ça, on monte une colonne d'assaut. Donc quand c'est comme ça, on arrive sur les lieux, on monte la colonne, il y a une prise de décision faite par l'état-major de la préfecture de police. Est-ce que c'est le GSO qui intervient ou est-ce que c'est la BRIPP qui va intervenir, suivant est-ce que le gars il est connu, est-ce qu'il a des armes, potentiellement de l'explos, etc. Bon, là, sur cette intervention-là, le GSO allait intervenir, c'était pas la BRIPP qui allait être déployée. Et on essaie de prendre contact à la voix avec le monsieur, pas de prise de contact. On décide donc de rentrer au bout d'un moment. Du coup, il répond pas, quoi, c'est ça? Non, il répond pas. En fait, il répondait pas parce qu'il s'était endormi. C'était quelqu'un qui était dément, quoi. Donc, on casse la porte, on rentre, on éclate avec le groupe, on éclate dans l'appartement. Et en fait, j'arrive avec un autre de mes collègues dans la chambre, en fait, où s'était endormi le monsieur. Et en se réveillant, il voit qu'il y a deux policiers avec des boucliers, des armes braquées sur lui. Et en fait, il essaye de mettre la main sous son matelas. Et donc, nous, on l'interpelle, sans trop de difficultés. Et en fait, quand on lève le matelas, une fois que l'appartement est sécurisé, on lève le matelas et là, on voit qu'il y a le revolver qu'il voulait prendre, je pense, pour nous tirer dessus. Et il y a un truc assez drôle, c'est que cet homme-là, il devait se prendre pour un clandestin. Sous le matelas, il y avait le revolver, son passeport, et juste à côté, il y avait un DVD X spécial vieille. What the fuck? Putain, c'est dingue! Ça, c'est une intervention assez marquante, mais assez drôle. On a fait quelques-uns des forcenés, on a fait des gens qui voulaient se suicider, et on arrivait au moment où ils voulaient sauter, on arrivait à les rattraper de justesse, soit en les serrant, soit une fois, il me semble que la personne allait sauter, et en fait, elle saute pas parce que le policier qui était au bouclier, en premier bouclier, il le tase, donc ça le stoppe direct pour éviter qu'il saute. Ouais. Voilà, on a eu plusieurs interventions intéressantes. Ça n'a absolument rien à voir, mais je me suis toujours demandé, du coup, ça fait mal un taser comme ça, on va toujours... Alors, en fait, le taser, il a deux fonctions. Soit il tire les petits ardignons reliés avec un fil, et là, ça te paralyse, et c'est pas très agréable. Ou soit tu peux le mettre en position contact, et là, ça fait vraiment mal. Ah ouais? En position contact, ça fait très très mal. Putain, et c'est quoi en position contact? C'est qu'il
a pas de... c'est pas à En distance. fait, ça tire pas les armes. Ouais, tu peux venir poser le taser qui ressemble un peu à un pistolet jaune là Ouais. sur la personne. Ok. Et en fait, en appuyant sur la détente, et bah, ça va te délivrer un choc électrique, mais qui est ultra douloureux. Ah, ça fait très très mal. On t'a proposé la Légion d'honneur à un moment donné ou... Ouais, après l'intervention de Saint-Denis, le fonctionnaire qui a été blessé à la tête, lui avait eu la Légion d'honneur. Il a eu aussi un grade, il est passé officier. Mon chef de service de l'époque m'avait proposé Légion d'honneur ou Ordre national du mérite. Et je crois que tu l'as refusé. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui... Par respect pour le fonctionnaire qui avait été blessé. Je trouvais que c'était un manque de respect de ma part si j'acceptais la même distinction que lui, alors que lui, potentiellement, allait avoir un handicap toute sa vie. Enfin, on ne savait même pas s'il allait survivre à ce qu'il avait vécu. Donc voilà, j'aurais dit que je ne la souhaitais pas. T'as suivi une thérapie peut-être après pour passer... Pas après. Oui, après, j'ai eu un petit down, mais qui s'est déclenché plusieurs années après. Ouais. C'était 5 ans, parce que ça s'est déclenché en 2020. Et après, ouais, j'ai été suivi pour ça. Comment tu fais comment ça se passe? Est-ce que... T'es suivi dans un centre spécialisé. Moi, j'étais suivi à l'Hôtel Dieu, au centre de psychotraumatisme Paris-Ouest. T'as une équipe pluridisciplinaire qui s'occupe de toi, donc psychologue, psychiatre. Tu te lances aussi dans le sport après? J'ai vu que j'ai toujours fait beaucoup de sport. Je faisais beaucoup de judo. J'ai eu un bon niveau en judo. Et après, je boxais aussi beaucoup à côté. De par les groupes, les unités dans lesquelles je suis passé, on avait le sport qui était compris dans le service, dans le travail. J'ai toujours fait beaucoup de sport de combat. T'as eu des collègues ou même toi, j'en sais rien, qui ont eu un syndrome post-traumatique des événements Oui, il y en a eu. Après, c'est quelque chose qui est quand même assez tabou chez nous. Moi, j'en parle aujourd'hui librement, parce que j'en ai rien à foutre de ce qu'on pense de moi, mais il y en a, ils ont du mal à en parler. Ok. En fait, ce qui fait du mal à ce genre de choses-là, c'est le regard des autres, je pense, et le fait qu'il y en a qui se réclament traumatisés juste pour gratter une pièce à l'État, quoi. Parce que c'est difficile de se dire, ok, lui, il est trauma, et lui, non, lui... Ouais. Lui raconte des conneries pour gratter de l'argent. Les gens honnêtes ou qui ont beaucoup d'orgueil, je pense, ont du mal à en parler ou s'en rendent même pas compte pour le coup. Tu as fait du MMA aussi à un moment donné? Ouais, je fais du MMA, toujours. Putain. Le sport, c'est un exutoire pour tout le monde, je pense. Ouais. Mais le MMA, c'est un sport qui est quand même complet, qui demande de la réflexion, de s'adapter à un adversaire qui n'a peut-être pas les mêmes bases martiales que les nôtres. En fait, on doit s'adapter en permanence face à la personne qu'on a en face de soi. Et c'est un sport derrière lequel on se cache pas, donc les entraînements sont durs. Quand on combat, c'est dur. C'est ce que j'aime dans ce sport. Dans les clubs dans lesquels je suis passé, il y a toujours cet esprit aussi fraternel. Alors peut-être que je suis passé que dans des clubs comme ça, ou dans des équipes comme ça. Mais en tout cas, dans les équipes dans lesquelles je suis passé, il y a toujours eu c'est un peu cette fraternité où on essaye de progresser, en se tirant vers le haut, chacun avec ses atouts. Avant, j'étais avec Benoît Saint-Denis. D'ailleurs, c'est grâce à lui que je me suis vraiment mis dans le MMA parce que j'avais plus une base boxe et je faisais beaucoup de grappling à côté, mais c'est lui qui m'a fait intégrer l'équipe à l'époque avec Daniel Voirin, et là c'est là où j'ai commencé à vraiment beaucoup m'entraîner en MMA. Et puis maintenant je suis au Mamoudi Gym au Mamoudi Gym il y a des experts en Muay, il y a des experts en boxe anglaise, il y a des et tout le monde se tire vers le haut. Au moment je m'entraîne beaucoup avec un des frères Bouganem. Okay. Yacine qui a un coup d'œil vraiment énorme en Muay Thai, qui a je sais pas combien de combats de Muay, qui est impressionnant dans la boxe pied-point. Yacine lui il me tire vers le haut avec la boxe en me faisant progresser, en me donnant les bons tips, et puis moi j'essaie de l'aider sur le sol où il est un peu moins performant, et on se tire tous vers le haut, c'est tout. Il y a une énorme émulation et c'est ce que j'aime dans le MMA, et c'est quelque chose que j'avais pas vraiment retrouvé quand je faisais de la boxe anglaise. Incroyable. Moyav, merci infiniment. T'as écrit un livre aussi récemment, pour ceux qui n'avaient pas forcément suivi au début de la vidéo, de sueur et de sang, qui retrace quoi globalement ton parcours, ta vie? Ouais, exactement. Ça retrace du début, la jeunesse de ma vie, jusqu'à aujourd'hui où je suis étudiant en médecine. Tu parles aussi de tes missions à l'intérieur Ouais, je parle d'un peu de tout. Donc, je donne pas mal d'histoires qui me sont arrivées ou qui nous sont arrivées avec quand j'étais dans les différentes unités. Et puis de ma reconversion professionnelle dans les études de santé. Incroyable. On mettra évidemment le lien en première ligne de description pour ceux que ça intéresse. Moyav, merci beaucoup d'avoir participé à cet épisode de Story Cube. Je vous rappelle que... Merci, pas de soucis. Je vous rappelle que si vous aussi voulez participer à un autre épisode, il y a un mail qui s'affiche juste ici. Sinon, passez une très bonne soirée. Je vous mets 2 autres épisodes à l'écran. C'était Noah. Bye.